À tous et merci de votre présence, j'espère qu'on m'entend. Alors, que je vous dise que c'est la première fois que je monte sur une scène, c'est la première fois que je tiens un micro près de mon menton, alors j'ai peut-être l'air décontracté comme ça, mais il n'en est rien absolument, je vous le dis. Et ça, Madame Menou ne vous l'a pas dit. Ce que je ne vous ai pas dit non plus, et ça il faut que je le passe, on est le 22 mars. 22 mars. Demain c'est le 23 mars. Alors il s'avère que je suis né à Oran, en Algérie, un 23 mars, c'est-à-dire demain. Alors je vous laisse évaluer le poids des cailloux qui vont peser dans mon sac à partir de demain matin. Voilà, je ne pouvais pas la laisser passer celle-là. Alors, nous autres habitants du Piémont, et vous tous, les Palois, et d'ailleurs, les Palois surtout qui adorent ce boulevard sur lequel ils se promènent, et d'où la vue est absolument éblouissante sur cette sorte de skyline de granit que vous avez en face. Donc nous, du Piémont, et vous, les Palois, nous partageons de façon consubstantielle, quasiment, c'est de l'ADN, notre amour pour les Pyrénées. C'est un fait. Alors, qu'est-ce qui nous amène dans la vie à aimer, d'une part, et notamment, ce qui concerne cette conférence, à aimer les Pyrénées et la montagne. Alors, les raisons d'aimer sont souvent obscures. Par contre, les raisons de détester sont très claires. Alors, je ne pense pas que cet adage très réducteur explique ce qui se passe dans la tête de celui qui grimpe ou qui est en randonnée, et cette chose qui le pousse de façon quasi sadomasochiste à oublier très très vite les souffrances endurées pendant son périple. Il arrive le soir exténué au refuge, trempé, gelé, le dos en vrac, il prend un café, une bière, et dans le quart d'heure, il oublie tout. Il repart le week-end suivant, et tout au long de sa vie. Alors je voudrais maintenant rapidement vous dire comment nos Pyrénées ont trouvé ce nom-là. Pourquoi leur a-t-on donné ce nom-là de Pyrénées? Alors j'adore cette légende. Alors il faut remonter loin, à notre Hercule. Hercule, totalement désolé, meurtri, et très en colère de ne pas retrouver la dépouille de sa compagne Pyrène, qu'il avait un temps délaissée, probablement pour aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Fou de colère, empile d'énormes rocs, afin d'ériger une montagne plus haute que les montagnes, et à l'endroit même où se love le fruit de leur union, le serpent Python. Un reptile énorme qui repose la tête à la brèche de Roland et la queue au pic du Midi. C'est ainsi que ce mausolée, peut-être même ce cénotaphe plus précisément, donnera le nom de Pyrène à nos Pyrénées. De façon plus prosaïque, si on va sur Google, Wikipédia, on apprend que nos Pyrénées ont 40 millions d'années et qu'elles ont mesuré près de 6500 mètres et que depuis il y a eu une belle érosion. Alors, Madame Menou a dit tout à l'heure que j'avais découvert la montagne à l'âge de 15 ans. C'est vrai, ça a été une véritable révélation, j'y reviendrai. Mais
dès l'âge de 4 ans, j'habitais en Algérie, à Oran. Tous les étés, je venais chez mes grands-parents à Argelès. J'ai passé l'été. Et de leur petite maison esselée à l'époque dans la plaine d'Argelès, on avait le dos Takam, je ne sais pas si vous connaissez. Sur la gauche, il y avait le Viscos. Sur la droite, le Vivest. Et en plein milieu, le massif des Gavizos. Et j'avais cette montagne qui me paraissait totalement inaccessible et qui n'est pas si loin. Et chaque année, je suis tombé vraiment en amour. Elle me fascinait. Et elle me fascinait, et en plein milieu, il y avait un énorme névé. J'appelle ça le glacier. Mais qui perdurait tout l'été. Bon, ça n'est plus le cas malheureusement. Et aussi, ce qui me fascinait, c'était ce vieux peintre qui venait, qui posait devant la maison son chevalet, ses peintures, et qui peignait les Gavizos. Il peignait les Gavizos un peu à la manière d'un Cézanne ou d'un Monet, c'est-à-dire à plusieurs moments de la journée, avec des lumières différentes. C'était pour moi quelque chose, enfin ça m'a certainement donné le goût, j'espère, des arts et de la peinture. Je me suis pris quelques notes quand même. Maintenant, je voudrais vous dire 2 mots sur c'est ce qui nous arrive en montagne, généralement, et surtout la position de l'homme face aux éléments. En montagne, on a affaire aux éléments, et surtout dans les Pyrénées, avec ces orages qui sont récurrents pendant l'été. C'est un peu comme la voile également, sauf que la voile, on a affaire à 2 éléments, l'eau, le vent. En montagne, on a droit aux 4. Aux 4. La terre, le roc, l'air, la tempête, le vent, l'eau, la beauté des lacs aussi, mais le gel, la neige, la pluie, et puis même le feu. Le feu qui commence par ces abeilles qu'on peut entendre grésiller de rocher en rocher qui annoncent une grosse tempête, un très gros orage, c'est effrayant. Et puis enfin la foudre qui peut vous tomber dessus. Voilà, alors je crois que on ne peut pas lutter contre les éléments. Ce que l'on peut faire, c'est éventuellement, c'est le conseil que je donne, c'est de les apprivoiser et de les prévoir. C'est la seule chose à faire parce qu'ils sont beaucoup plus forts que nous. Alors maintenant, nous sommes tous des pyrénéistes. Qu'est-ce qui différencie notre massif pyrénéen des autres massifs? Beaucoup de choses. D'abord, on va commencer, tout seigneur, tout honneur, les Alpes. Évidemment, elles culminent 1500 mètres plus haut. Bon. Elles ont des sommets emblématiques, magnifiques. Elles ont le toit de l'Europe, 5800 mètres, gravi au XIXe siècle par Balma et Saussure. Elles sont la capitale mondiale du ski. Bien. Mais nous avons l'ours, non pas l'ours. Nous avons l'ours qui peut nous regarder de très loin lorsque nous sommes sur nos sentiers et que nous ne voyons jamais. Mais il y en a quelques-uns quand même. Ils n'ont pas non plus cette petite bête adorable qui a une trompe et qui s'appelle le Desman pyrénéicus et qui vit de façon endémique dans nos Pyrénées, dans nos gaves. Alors ils n'ont pas non plus, et là je fais intervenir un personnage fantastique, extravagant, merveilleux, que tous les Palois connaissent, c'est le comte Henri Russell. Alors Russell, dans sa jeunesse, il n'a pas besoin de travailler, donc il s'ennuie. Alors il parcourt le monde, d'un bout à l'autre. Les 2 Amériques, les Rocheuses, la Cordillère des Andes, il passe en Asie centrale, l'Himalaya, le Japon,
les îles du Pacifique, l'Inde, où il a un petit éblouissement à Bombay, où il reste pas mal de temps. Et il rentre par la Turquie, ébloui aussi par Istanbul, la Grèce, l'Italie et la France, et Pau. Il s'installe à Pau. Alors je ne vous ai pas dit, bon, c'est un personnage, comment dirais-je, il est fantasque, romantique, introverti, et il naît à Toulouse. Un de ses parents est irlandais et l'autre est français. Et il meurt à Biarritz en 1905, je crois. Une fois à Pau, toujours désœuvré, il fait de la montagne, il va au Mont-Perdu d'abord, et d'autres sommets, puis un beau jour, il décide de gravir le Vignemale. Il y monte par la voie normale, le glacier de Dossou, et il en redescend, amoureux de cette montagne, enchanté, et il raconte à qui veut l'entendre que le Vignemale est la plus belle montagne entre toutes les montagnes. Moi, je crois que c'est un peu exagéré, mais à telle enseigne qu'il en fait l'acquisition par un bail amphithéotique de 99 ans. On peut se demander comment une chose est possible, même au XIXe siècle. Enfin, c'est le cas. Et pendant une quinzaine d'années, il va monter 33 fois là-haut, ce qui est un très joli chiffre. Et il va faire creuser. Il ne va pas le faire lui-même, il fait monter des ouvriers, des pioches, de la dynamite, et il fait creuser 7 grottes. Cette grotte, la grotte des Dames, la grotte Paradis, qui est à une vingtaine de mètres en dessous le sommet de la Pique Longue. Et là, il va mener une vie mondaine, comme celle qu'il vivait à Pau. Il va faire monter toute la gentry paloise, et celle d'ailleurs. Ils sont habillés comme des princes. Et lui peut rester seul là-haut pendant 15 jours, même tout seul. C'est assez exceptionnel, mais Roussel est un contemplatif. Alors ce qu'il faut quand même rajouter à son propos, et pas qu'à son propos, c'est qu'il a inventé, ce gars-là, il a inventé le pyrénéisme, qu'on peut opposer à l'alpinisme. Il a inventé le pyrénéisme, pas tout seul, avec des gens comme Henri Brul, les frères Cadier, Célestin Passet, j'en oublie, Beraldi par exemple. Ils vont inventer donc le pyrénéisme, et Beraldi dira un jour, le pyrénéisme, c'est une très belle phrase, il dira le pyrénéisme, c'est ascensionner, c'est penser, c'est sentir et c'est écrire. Et cette simple phrase va donner un élan au pyrénéisme, et autant dans les écrits, qui bien plus tard influenceront, je pense, Frison-Roche par exemple, mais bien plus tard, qui Frison-Roche qui écrira sur les Alpes, et influencer la peinture aussi, qui alors là, qui est très romantique. On montre les Pyrénées avec des sommets, et on dirait qu'ils sont himalayens. Voilà, c'est du romantisme. Ils vont inventer aussi, ces gens-là, l'escalade ludique. L'escalade ludique. Jusqu'à présent, on montait sur un sommet parce qu'il fallait le faire, parce qu'il était là, ou sur le plan scientifique, pour savoir quelle altitude. Dans les Pyrénées, on a eu Pétier-Haussard, des militaires qui montaient avec des instruments Balaïtous au Vignemale, au Mont-Perdu, et qui triangulaient les sommets. Mais c'était des missions scientifiques. Henri Brul et Célestin Passet, qui n'est pas de leur monde, c'est un toy de la vallée de Gavarnie, guide de père en fils. Ces deux décident, après avoir monté le Vignemale plusieurs fois, décident de le gravir par une autre voie. On s'ennuie sur celle-là. Et il s'attaque à quoi? Il s'attaque à une énorme cicatrice qui coupe le Vignemale en deux,
cicatrice glacée de 700 mètres de haut, quasi verticale à la fin, et qui s'appelle le couloir de Gombe. Et ils y vont, et ils le réussissent. Ils sont 4, les 2 autres, j'ai oublié leur nom, et ils le réussissent, mais il faut voir comment. Ils n'ont pas de tenue étanche, ils n'ont pas de casque, parce que ça bombarde dans le couloir de Gombe. Ils ont des souliers clotés, ils ont des piolets qui mesurent 1,20 m, ils ont des cordes en chanvre de 12 mm de diamètre, et qui pèsent un âne mort lorsqu'elles sont mouillées. Ils réussissent cet exploit. Et en descendant, heureux comme tout et très fiers, ils s'attendent à avoir les félicitations du père Russell. Pas du tout. Pas du tout. Il les danse vertement en leur disant « Mais comment peut-on être aussi fou pour aller grimper un truc comme ça alors qu'il y a une voie normale ?» Par cette voie-là. Et il les quitte vraiment en tournant les talons fâchés, et il rajoute « Mais la prochaine fois, sous-entendant qu'ils étaient assez bêtes pour le faire, la prochaine fois, vous le ferez à reculons. » Alors je reviendrai dans un instant sur cette phrase. Alors maintenant, pour en finir avec les généralités sur les Pyrénées, mais c'est important, qu'est-ce qui pousse le randonneur, le grimpeur, qu'est-ce qui le pousse à la faute? Vaste question, et les réponses sont certainement multiples. Je pense que le caractère intrinsèque de chacun doit jouer un rôle. On peut être intrépide, fougueux, avoir un ego démesuré, vouloir être le premier en haut, donner son nom à une voie. Ah, ça aussi, ça a côté défi, ça, donner son nom à une voie. Voilà. Ce que je crois, enfin je ne le crois pas tout à fait quand même, mais je vais vous le dire. À un moment donné, il m'est venu à l'idée que l'enthousiasme que témoigne le grimpeur, surtout en escalade, et cet enthousiasme est inversement proportionnel au manque d'oxygène à mesure qu'il monte. Ça n'engage que moi, je ne ferai pas une déclaration à l'Académie. Mais plus sérieusement, je crois que donc, cet enthousiasme, chez le grimpeur, lui donne des ailes. Et en même temps que ça lui donne des ailes, ça lui donne aussi une assurance qui est malheureusement totalement illusoire. Et pour en finir avec ça, je crois que la seule chose qu'on pourrait conseiller, vous peut-être qui ne faites plus de montagne, vous avez des enfants et des petits-enfants, dites-leur, méfiez-vous de votre propre force. C'est ça le conseil essentiel au départ. Voilà. Alors, je ne sais plus si j'ai autre chose à dire encore. Mais nous allons passer dans le vif du sujet. J'ai découvert, comme l'a dit Madame Menou, la montagne, après avoir été amoureux de la montagne depuis l'âge de 4 ans, mais sans le savoir. J'ai réellement eu un coup de foudre en montant au refuge de la Ribée. Là, donc je suis adolescent, on a une petite bande, et un de nos camarades nous dit un jour, je n'avais jamais mis les pieds plus haut qu'Argelès à l'époque. Un camarade nous dit, mais il y a un refuge qui vient d'être inauguré au pied du Balaïtous, qui s'appelle le refuge de la Ribée. Et ça serait bien que nous y montions, il paraît qu'il y a un lac au-dessus, on peut pêcher des truites, voilà. Et on y va. On a passé 3 jours là. Et là, c'est le bonheur qui me tombe, à tel point que j'en oublie les plages et les palmiers d'Oran. C'est fini, ça. Ce qui m'intéresse plus, c'est la montagne. Et donc, c'est 3 jours idylliques à pêcher. Il y a des truites qui se suicidaient dans ce lac. Et c'est vrai. Et on était quand même troublés, nous, Argelésiens, même moi d'adoption,
par un fait divers gravissime qui s'était passé quelque temps avant. Deux jeunes garçons d'Argelès, dont elle s'appelait Seguin, si j'ai bonne mémoire, avaient gravi la nord-occidentale du Balaïtous, ce qui ne se faisait pas du tout à l'époque. Personne ne se hasardait à faire des trucs pareils. Et ils ont été pris par un orage dans l'aiguille de la Matte, qu'on verra en photo, je ne sais pas. Dans l'aiguille de la Matte, et ils se sont arrimés en cordée, accrochés au rocher, puis ils se sont dit, ben, on va attendre que ça passe. Et ils ont passé comme ça toute la nuit. Sauf qu'au petit matin, il n'y en a plus qu'un qui était accroché, l'autre était tombé de 200 mètres, ça avait été un drame. Alors je laisse, je m'en souviens comme si j'y étais. Et nous, on s'est trouvés donc dans ce lac de Bas-de-Crabère, là, au refuge de la Rubé, et on regardait cette aiguille de la Matte qu'on voyait sur cette nord-occidentale, et nous pensions en permanence à ce drame. Et là, à cette époque-là encore, je disais, mais comment on peut être fou pour aller se balader sur un truc pareil? Malgré ce drame, ça a été une vaccination, je ne sais pas, même Pfizer fait pas ça, hein, je vous le dis tout de suite. Ça a été un coup de foudre. Et contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, que les raisons d'aimer étaient obscures, je crois que dans mon cas, elles sont très claires. Voilà. On va parler de... Vous suivez? Personne ne s'endort? Toi aussi, tu tiens le coup, là. Hein? D'accord. On va passer au Balaïtous. Alors là, c'était en 58, ce que je viens de raconter. Et ensuite, j'ai pas fait de montagne pendant plusieurs années. On a le choix de faire les études. Et puis, en Algérie, c'est la guerre d'Algérie. Et en décembre 61, nos parents, nous exfiltrent d'Oran. Et on se retrouve à Argelès chez ma grand-mère. En décembre 61. Alors on est un démocratien au pied, on a un habit de ville, une veste, un pull. Et Argelès, je ne sais pas si certains s'en souviennent, mais cette année-là, il y a 20 cm de neige dans Argelès, il me semble qu'elle est restée éternellement, et c'est horrible. C'est horrible. Quand on sort, on est comme ça. Et mon camarade Joe, moi je venais tous les étés. Mais mon camarade Joe n'avait jamais pris l'avion, jamais le bateau. Il idéalisait ce pays de France comme tous les pieds noirs qui étaient là-bas. Et il arrive à Argelès, dans ces conditions. Une horreur. Je le voyais déprimé, vraiment déprimé. Et il menaçait de repartir par l'Espagne en plein passager clandestin. J'ai dit, mais tu es fou. Et il me vient une idée pour qu'il reste là. Je lui dis, écoute, on va aller faire du ski. Mais ni lui ni moi ne savons faire de ski, évidemment. Et donc, je le persuade, je lui dis, je connais un endroit où il y a un refuge. Je lui dis, c'est pas où, c'est même pas ce que c'est un refuge. Et moi, j'avais dans l'idée cet été idyllique, il y a 4 ou 5 ans. Et on va louer donc des skis chez un loueur à Argelès. Il nous donne les skis, il nous loue les pompes de l'époque, hein, les skis qui se rabattaient comme ça, pour fermer. On se fait prêter des pulls, une parka, un coupe-vent, un bonnet, et nous voilà partis. Déjà, nous avons mis 4 heures pour arriver au Plan d'Ast, parce qu'il n'y a pas de car, il n'y a pas de voiture à l'époque, en 61, on ne peut pas faire de stop, enfin ça a été déjà... Donc on arrive vers midi au Plan d'Ast, et ensuite il faut monter à l'arrivée. Et là, il y a de la neige. Et nous voilà partis. Non.
je sais pas, pour ceux qui connaissent, hein, il y a le plan d'As, ensuite il y a le lac de Souillenne, on arrive à la cabane de Domblas, jusque-là c'est relativement plat, c'est magnifique, mais tout de suite à la cabane de Domblas, ça monte à 45 degrés sur la droite, et on s'y attaque. Mais là, il est déjà 2 heures d'après-midi. Et on est en hiver. Et donc, on s'essaye en faisant des... On invente les conversions, on les a inventées, nous, enfin, pour nous. On s'est dit, qu'en faisant ça, qu'on pourrait y arriver. Enfin, on montait 3 mètres, on en descendait 4. Et c'était absolument impossible. On a fini par quitter les skis et s'en servir comme bâton. Et on s'enfonçait jusqu'à la taille. Le jour où m'insultait, me traitait de tout. À un moment donné, je lui dis, écoute, on va abandonner les skis, on sera mieux sans les skis, on va garder les bâtons, on va les planter, les skis, là. Et qu'est-ce qu'il me dit? On va nous les voler. Donc, il me dit ça. Nous les voler en décembre 61, voilà. Et donc, à un moment donné, il a pris les 2 paires de skis. Moi, je lui ai dit, si tu veux les porter, tu les portes. Hein. Au bout d'un moment, je l'ai soulagé, j'ai repris ma paire de skis. On a fini par arriver dans la nuit. Alors, je ne sais pas s'il y a une photo, ah ben le voilà. Dans la nuit, donc, on ne peut rentrer que par cette porte-là, la moitié de porte, mais elle était beaucoup plus bouchée que ça. Une fois qu'on était trempé, il a fallu dégager cette porte. On est rentré en s'enfilant dedans. Il y avait un peu de bois, il y avait quelques bougies qu'on a allumées. On s'est déshabillé. Ce petit feu, déjà, on s'est enfumé parce que la cheminée, on ne le voit pas, mais maintenant, elle était bouchée évidemment par la neige. Donc on a failli mourir. En plus, et le lendemain, on s'est couchés tous les deux sans manger, sans rien. Tout de suite, on s'est mis une tonne de couverture. On était en chien de fusil tous les deux, l'un contre l'autre. Et au petit matin, on était toujours trempés. Les fringues, je ne vous dis pas. Et on avait prévu de passer 2 nuits, mais non. Là, on dit on va redescendre dans la civilisation. Et là, il a fallu rechausser les skis. On s'est dit, en descendant, ça va aller beaucoup mieux. Non. Non. Et donc, on a très vite compris qu'on ne savait pas faire de ski. Et on les a trimballés. Et c'est encore pire en descendant. C'est encore pire. Et arrivé donc au plan d'Astre, mais là pas de voiture non plus, rien, donc les skis sur le dos. Nous avons marché jusqu'à la nuit, jusqu'à Reims. Donc, je ne sais pas si certains connaissent, mais ça fait des dizaines de kilomètres, avec ces skis sur le dos, harassés, trempés. Et je me souviens, il y a un hôtel dans Reims, à droite, quand on vient vers Joliès. Là, il fait nuit, tout est éteint, il n'y a pas de lampadaire comme on en a maintenant, tout ça, les maisons sont recroquevillées les unes sur les autres. Et il y a un petit hôtel, là, et je vois une lumière, il est fermé, mais je vois une lumière, donc je frappe pour demander si on pouvait téléphoner à un taxi que je connaissais à Argelès, c'était Monsieur Lacanette, qui était le seul taxi d'Argelès. Et là, quand je demande ça à cette dame, j'ai pas eu le temps de finir la phrase, elle m'a claqué la porte sur le nez, boum, et chaque fois que je passe là, et ça m'arrive assez souvent, j'ai une petite idée, enfin je pense qu'elle ne doit plus être sur cette planète. Voilà. Donc on a encore continué quelques kilomètres jusqu'à Marsous, et là on est mort. Qu'est-ce que je fais? Je vais voir le curé. Je vais vers la petite église de Marsous, je frappe au presbytère. Là, le vieux curé j'en parle dans mon bouquin, du reste je le cite. Le vieux curé nous reçoit, il veut nous faire manger. On ne mange pas, on n'a pas faim. Alors il nous sert 2 ou 3 verres d'Isara quand même, qu'on a bu. Et il a appelé un taxi, et puis il nous a dit en définitive, c'est bien ce que vous avez fait. Plutôt que de nous accabler, il dit, mais vous êtes jeune, et si on ne le fait pas à votre âge, on ne le fera jamais.
C'est quelques vrai aussi, parfois, hein, quelque part. Voilà. Donc, j'en termine avec cette histoire, mais il y a une chute. On ramène les skis pour récupérer cette journée, parce qu'on n'a pas trop de sous, hein, pour récupérer la journée qu'on n'avait pas passé là-haut. Et le loueur nous dit, mais alors ça s'est bien passé, il a fait très beau. Oui, il a fait beau, mais alors les skis, ils n'allaient pas du tout. Ils n'allaient pas du tout. Et comment mes skis ils sont impeccables, je les ai fartés, regardez, voilà, tout est impeccable. Vous étiez où? Vous étiez où? À la Mongie, à Barège? Ah non, on a été au refuge de la Ribée. Là, il nous regarde et il ne nous croit pas. Il ne nous croit pas, on n'avait pas été au refuge. J'ai dit, si monsieur, on a été au refuge de la Ribée. On y a été et on est redescendu. Mais pas avec les skis, on ne les a pas utilisés. Il nous rembourse, hein, il est gentil quand même, il nous rembourse cette journée qu'on n'avait pas utilisée. Et quand on est à la porte, il me dit, mais en fait, si vous m'aviez dit que vous alliez au refuge de la Ribée, je vous aurais donné des pots de phoque. Je vous aurais un Vincent. Voilà, ça c'est une histoire tout à fait authentique. Jo, qui était très en colère après moi, a eu l'amitié de ne pas en rajouter. Il n'en a jamais reparlé. Très bien. Et moi non plus, il reste. Pour le balai tous, je ne sais pas si j'ai autre chose à dire sur le balai tous. Voilà. Là, je voudrais... Vous suivez toujours ou vous vous lassez? Bon, je vous libère avant 8h ce soir. Le refuge de Miguelou. On n'en est pas là. C'est rare dans la nord occidentale. Allez, où sont les photos? Ah, voilà. Oui, ça, on va rester dans le massif. Bon, ça c'est le balai tous, avec la voie normale, qui est le glacier de la Snelle, quand c'est marqué. Ça peut se faire à ski jusqu'en haut, et après on finit en escalade qui n'est pas très difficile. Hein. Et on fait le sommet. Voilà, on laisse les skis plantés, personne ne nous les vole là non plus. Hein. Oui, je voudrais... Ah voilà. Donc ça, c'est une vue de la nord-occidentale dont je vous ai parlé tout à l'heure avec l'aiguille de la Matte. Là, on est... Voilà. Là, voilà. Elle est sinistre. Donc, nos camarades malheureusement, qui ont eu cet accident, étaient quelque part accrochés sur cette... Elle n'est pas très difficile. Hein. Pour quelqu'un qui n'a pas peur du vide, il y a des gratons partout, on peut s'accrocher. Il ne faut pas tomber non plus. Hein. Voilà. Et le sommet du Vigneral, là on la voit dans un autre sens aussi. Alors ces photos, je les présente pour montrer, et il y en a une qui sera encore plus explicite, c'est la nord-occidentale. Et là, il y a deux cordées. Vous voyez les cordes ici qui s'en mêlent. Donc c'est à celui qui arrivera le premier là-haut. Donc il y en a qui dépassent d'autres. Vous n'allez pas assez vite. Et donc, s'ils peuvent, en allant vite, vous balancer des cailloux sur la tête, bon là il y avait des casques, mais je crois que j'en ai mis qu'une seule fois dans ma vie au couloir de un casque. Sinon je n'en avais jamais. Je crois qu'il y a une autre photo qui est explicite également. Là voilà. Alors là, il y a des types là-haut, ici, là, deux cordées, je me souviens, il y avait des Espagnols et des Français. Et là, c'était à celui qui dépassera l'autre. Donc ça, c'est hyper dangereux. Quand on est derrière, on reste derrière. Voilà encore une... Là, j'en frémis. Ça, c'est en descendant de la nord-occidentale pour rentrer au refuge. Nous voilà dans ce névé, sans être assurés. Voilà. Ça, là, on glisse. Ça, c'est 300 mètres qui descendent sur le lac de Bacrabert. Bon, je regarde ça, maintenant, je me dis, mais il fallait qu'on soit fada. Carrément. Qu'est-ce que... Voilà. Là, on passe à... Certains connaissent,
je crois, dans la salle, me l'ont dit. Ça, c'est le refuge de Miguelou. Le refuge de Miguelou est du côté du Balaïtous. Et il ne fait pas partie du CAF, du Club Alpin Français, mais le refuge du Parc National. Il n'y a pas grand monde qui monte là-haut, parce qu'il n'y a pas de sommet emblématique comme le Vignemale, le Balaïtous, le Mont Perdu. Mais il y a de très jolies choses à faire en escalade. Alors j'y montais à une époque avec un camarade, Pierre, à qui j'ai dédié donc le bouquin. Et la préface, du reste, il y a mon ami Vincent Dubourg, qui est là, qui m'a écrit la préface. Merci Vincent. Que disais-je? Oui. Donc il n'y a pas grand monde dans ce coin-là, et nous y montions avec Pierre, à une époque où on était un peu désœuvrés, on va dire, ça fait combien de temps qu'on est ensemble, ma chérie? Voilà, c'était avant. Et nous y montions assez souvent, on passait 2-3 jours. Alors il était gardé par une charmante gardienne qui s'appelait Claire Cobé, dont le mari était accompagneur de montagne. Et tous les étés, elle se faisait aider par deux jeunes filles, une qui était étudiante aux Beaux-Arts à Paris, et l'autre qui était en 2e année de psychiatrie. Elle était déjà médecin. Et voilà, elle est là. Ça, c'est l'idée. Et un vendredi soir, nous montons, et Pierre est là, nous les trouvons, les trois. Je vous rassure, ça a toujours été en tout bien, tout honneur, mais une amitié vraiment profonde. On arrive un vendredi soir, elles sont désespérées. Il n'y a plus d'eau dans le refuge. On ne peut pas faire de la vaisselle, on ne peut pas faire la soupe, on ne peut pas se laver. C'est la cata. Elle attendait des gens, des pêcheurs venaient pour le lac de Miguelou. Elle attendait du monde. Elle ne pouvait pas préparer le repas. Alors, Pierre et moi, on dit, on va rétablir l'eau. Rétablir l'eau. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Et on s'est aperçu que la prise d'eau venait de très haut. Évidemment, l'eau est prise là où il y a une source, et généralement, il ne faut pas qu'il y ait des bestioles, des troupeaux de bêtes qui viennent la souiller. Et le refuge est là, en face, à droite, et donc l'eau vient de très haut et traverse tout le lac. Ce tuyau, à cet endroit-là, est à peu près à un peu moins de 3 mètres de profondeur. Pour y accéder, il faut marcher à peu près 2 heures, parce que ça, c'est en falaise. Donc il faut contourner le tuyau. Et le tuyau est coupé là, 10 mètres plus loin. On le voit très bien quand on est en haut. On voit que les 2 morceaux, qui normalement sont reboutés, sont défaits. Donc on a plongé. L'eau est à 7 degrés. On a plongé plusieurs fois, à avoir la tête qui éclate. C'est le froid dans les oreilles, dans les yeux, les tempes. Pour essayer d'arriver, mais 3 mètres, c'est déjà très profond. Alors, avec cette eau froide, c'était terrible. Et avec un tournevis à la main, donc c'est tout ce qu'il y avait. Et pour aller tourner comment dit-on, vous voyez, voilà, le raccord. Et donc, on a réussi à l'arranger. Mais dès le lendemain, la réparation en fait, ils ont eu de l'eau pour la soirée. Dès le lendemain, la réparation a sauté par la pression de l'eau. Et il a fallu quand même faire venir un plongeur 8 ou 10 jours plus tard, en scaphandre, pour réparer ça. Alors je me souviens qu'on avait eu droit quand même à un massage, parce qu'on ne pouvait plus parler. On était pétrifiés, pas un son ne sortait de la bouche. Et ces 3 jeunes filles nous ont fait un massage en nous disant, vous voulez boire le rhum pour vous réchauffer ou le cognac. Et bon, on avait choisi le cognac et le massage s'est fait au rhum pour bien nous réchauffer. Ça reste un bon moment. Alors voilà l'ambiance. Voilà l'ambiance. On dirait un tableau
du Caravage, un tableau du Caravage, un sfumato magnifique, voilà, crépusculaire. C'était l'ambiance. Et le lendemain de cette photo, on avait décidé d'aller se promener sur le Cadier, qui est très, très facile à faire. Et là, un orage arrive, donc on ne quitte pas le refuge. On reste, qui va bouquiner dans un coin, qui regarde l'orage, mais une chose, comme j'en ai rarement vu. C'est-à-dire le tonnerre, on l'avait sur le toit du refuge, ça claquait de partout, c'est une véritable tempête, mais qui durait généralement, il y en a pour 1 heure, 2 heures, et puis en plus ça passe, et là, pas du tout. Le soir arrive, on se met à table, donc on n'était que tous les 4, les 5, les 3 filles, et Pierre et moi, comme ça, parce qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de panneau non plus. Et dans la nuit, on était prêts à aller se coucher vers 11h du soir. Ça continuait à cogner dehors. Et là, on entend un grand bruit, c'est-à-dire la porte métallique du refuge qui claque, comme si le vent... Et là, il y a un type qui rentre, mais nous sommes dans le noir, on sort une lampe pour éclairer, parce que les bougies étaient déjà éteintes. On aurait dit... il se cliffe dans le haut de l'hurlement. C'est vraiment, vous fout la trouille. Et ce gars, dès qu'on a remis un peu de lumière, avant de nous dire bonjour, il se tourne comme ça, et il dit, elle est à qui cette corde? Et je lui dis, elle est à moi. Parce qu'à l'époque, je ne faisais pas d'escalade, mais on m'avait dit, il faut toujours une corde dans le sac. Y compris quand on se promène, on peut se tromper, il peut y avoir une barre rocheuse, glisser, il faut une corde dans le sac. Donc ma corde ne quitte jamais mon sac. Et donc elle était là. Une belle corde jaune, presque neuve, puisque je m'y servi. Et alors il s'excuse, il dit, ah oui, mais quand même, il se présente. Et ils étaient montés, c'était 2 garçons qui venaient de décrocher, ils avaient 24 ans, un des 2 venait de décrocher la grecque de philo. Moi j'ai dit déjà ça c'est pas normal. Ça n'inspire pas confiance du tout. Et bon là il s'est détendu, il est trempé, alors il nous a expliqué son copain avec qui il faisait toutes les Pyrénées. Il avait dit si on décroche notre diplôme, on se tape les Pyrénées de Perpignan à Biarritz, en autonomie. Et là, il dit, mon camarade est malade, il est dans la tente un peu plus bas, il a la fièvre, à Vichy. Et je viens